Merci Madame la Présidente, merci à vous et à l'association Citoyens et Justice de m'avoir invité pour parler du Code de justice pénale des mineurs et de cette évaluation. Madame la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, mesdames et messieurs, écoutez, quand vous avez pris la parole pour faire cette présentation, vous avez dit deux choses qui me semblent être assez intéressantes et qui, au fond, ont guidé, je crois, l'esprit du législateur quand il s'agit de modifier cette ordonnance de 45 pour aller vers un code de justice pénale des mineurs. Au fond, vous nous avez dit, si on veut prendre en compte la victime, je crois qu'il faut d'abord prendre en compte et en considération les auteurs qui commettent des actes à l'encontre de la victime. Au fond, comment on leur fait prendre conscience de leur acte. J'allais dire, cette prise de conscience, elle est d'autant plus importante quand on a affaire à des mineurs qui ont 13 ans et plus. Et puis, comment est-ce qu'on indemnise ces victimes, j'allais dire, trop longtemps oubliées dans le cadre de l'ordonnance de 1945. La tâche qui a été la nôtre dans le cadre de cette modification de la justice pénale des mineurs, elle obéit, j'allais dire, à une longue histoire. Vous savez que la justice pénale des mineurs, c'est un sujet hautement inflammable pour le législateur, modifié par petits bouts à une quarantaine de reprises depuis 1945. Tous les rapports parlementaires, qu'ils émanent du Sénat ou de l'Assemblée nationale, disaient très clairement qu'il fallait le modifier cette ordonnance de 1945 parce que devenu illisible, modifié à de trop nombreuses reprises, mais en même temps, vraiment beaucoup de précautions parce que l'ordonnance de 45 était un peu perçue comme un totem et qu'il ne fallait surtout pas la modifier. Et je voudrais ici commencer mon propos par dire qu'il a fallu le courage de deux gardes des Sceaux successivement, notamment Nicole Belloubet et puis Éric Dupond-Moretti, qui ont successivement assumé et eu le courage politique de toucher à cette ordonnance de 1945 pour arriver à la modification du Code de justice pénale des mineurs qui a été mise en œuvre depuis le 1er septembre 2021. Au fond, pourquoi est-ce qu'on a modifié cette ordonnance de 1945 ? Et je crois que la victime était, je le crois, au centre des préoccupations du gouvernement et du législateur au moment de toucher à cette ordonnance de 45. On avait un certain nombre de constats qui étaient terribles. On avait des délais de jugement trop longs, 18 mois en moyenne, qui étaient donc insatisfaisants tant d'un point de vue éducatif que pénal. Des juridictions noyées sur des stocks d'affaires en attente de jugement. Des victimes indemnisées tardivement, 18 mois en moyenne, et des mineurs pris en charge avec un retard. Et souvent, ces mineurs jugés dans presque un cas sur deux, une fois qu'ils étaient devenus majeurs. Un recours aussi également excessif à la détention provisoire. Bref, vous l'avez compris, des mesures profondément inadaptées, tant sur la prise en charge du mineur délinquant que de la victime. Alors ce rapport d'évaluation que nous avons fait avec ma collègue Cécile Untermeyer, que je prie de bien vouloir excuser, est en réalité un travail d'évaluation de cette mise en œuvre du CJPM à 1 an et demi. Alors vous aurez bien compris que lorsqu'on fait cette évaluation, c'est une photographie qui est intéressante, mais qui ne permet pas d'avoir le recul nécessaire que l'on doit avoir lorsqu'on a un texte qui a bouleversé, qui a vraiment fait changer de paradigme la manière dont on conçoit aujourd'hui la justice pénale des mineurs. Vous l'avez compris, insuffisamment de recul, mais malgré tout des éléments qui sont plutôt rassurants quant au fait que la mise en place de ce code de justice pénale des mineurs a plutôt très bien fonctionné. Je vous le disais, un élément important, 18 mois de délai en moyenne pour obtenir un jugement pour le mineur délinquant. Quelle est la compréhension que vous pouvez en avoir pour celles et ceux qui ont pu et eu la chance de participer à des audiences? Parfois, vous aviez un mineur qui était jugé pour 3 ou 4 infractions en même temps, parfois avec 3-4 ans d'écart sur la première infraction commise, et vous aviez à l'audience la présence de la victime qui entendait le mineur dire « je me souviens plus évidemment de ce qui s'était passé, du vol de bicyclette, voilà. » Et donc on avait d'une part pour la victime le sentiment d'un manque de considération quant à quelque chose qui l'avait affecté personnellement, et puis d'autre part, pour le mineur, évidemment,
une absence de réponse pénale rapide et qui ne donnait plus aucun sens à ce qu'on pouvait entendre comme une sanction de nature, au fond, à faire quoi? Eh bien, à éviter la récidive, et on voyait qu'au fond, ça fonctionnait très peu. Et donc, ce rapport d'évaluation, il nous a permis de faire un focus intéressant. On l'a voulu avec des auditions, évidemment, des institutions, évidemment, la protection judiciaire de la jeunesse en premier chef, les services de la chancellerie, mais surtout en circonscription et une évaluation au plus près des territoires. Parce qu'on s'était aperçu lors des premières auditions que la mise en œuvre de ce CJPM était parfois difficile dans les juridictions de grande taille et, j'allais dire, plutôt bien adaptée sur les juridictions de moyenne et de petite taille. En réalité, l'explication a été assez simple. Il fallait que dans le cadre du transfert de cette ordonnance de 45 pour aller au dispositif du Code de justice pénale des mineurs, eh bien, on solde, je m'excuse de parler de ce terme-là, il n'est pas très joli et pas très élégant, mais les stocks de procédures dites d'ordonnance de 1945 pour mettre en œuvre le CJPM. Et cet écoulement des stocks a pris un peu de temps. Il est en train d'être résorbé. Le constat qu'on fait dans le cadre du rapport d'évaluation, c'est qu'aujourd'hui, il ne reste plus que 30% des stocks de procédures d'ordonnance de 45, c'est-à-dire que 70% des stocks ont été écoulés, ce qui permet la mise en place plus fluide de ces dispositifs de l'ordonnance de 1945. Donc, première grosse difficulté, avec effectivement, et vous l'avez dit, une situation qui a pu interpeller, c'est-à-dire qu'il y a eu très clairement, et ça a été dit, voilà, des directives qui ont été données au parquet, peut-être le temps de la mise en place de ce code de justice pénale des mineurs, de moins poursuivre. Et donc, qui dit moins de poursuites, évidemment, dit moins d'indemnisation des victimes. Vous en avez parlé, Madame la directrice. Je crois qu'on a eu l'assurance de ce que, du côté de la politique des parquets, eh bien, tout cela est revenu un peu à la normale. Et malgré le retour à la normale, on constate malgré tout, et c'est peut-être plutôt encourageant, peut-être qu'on constate aussi les bénéfices de la mise en place de ce CJPM d'ores et déjà, une baisse de la délinquance des mineurs qui est à constater, une baisse de la détention aussi, de la détention provisoire. Donc on peut se satisfaire de ces éléments. Je me permets de vous rappeler le mécanisme important que nous avions voulu mettre en place avec le Code de justice pénale des mineurs, qui, tout en rappelant les grands principes de l'ordonnance de 1945, je me permets de vous les rappeler: l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, la primauté de l'éducatif sur le répressif et la question de la notion de juridiction spécialisée. Eh bien, le CJPM a prévu de généraliser la procédure dite de césure pénale, en remplaçant donc la mise en examen par une audience de culpabilité tenue entre 10 jours et 3 mois après les faits, 1 mois maximum en cas de détention provisoire. Cette audience a 4 objectifs: répondre rapidement à l'infraction, limiter la durée de la détention provisoire, traiter l'indemnisation des parties civiles et enclencher une mesure éducative permettant de mieux connaître le mineur avant de prononcer une sanction au cours d'une seconde audience qui intervient 6 à 9 mois avant la première. Il peut être donc statué dans le cadre d'une audience unique sur la culpabilité de la sanction que si le mineur est déjà connu. Et donc le CJPM prévoit une refonte aussi également des mesures éducatives dans le cadre de cette mise à l'épreuve éducative avec 4 modules: celui de la santé, celui du placement, celui de l'insertion et celui de la réparation. Donc on voit bien que dans le cadre de cette procédure, cette nouvelle procédure, on a un délai très court, un délai maximum de 3 mois, dans lequel on va se tenir une audience de culpabilité qui va permettre l'indemnisation de la victime, le prononcé d'une mesure éducative dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative et notamment un module principal qui est le module de la réparation. Donc on voit bien que le cheminement et la construction qui a été fait autour de cette réforme de la procédure du Code de la justice pénale des mineurs tourne évidemment autour de la prise en charge du mineur plus rapide, qui intervient plus rapide pour une réponse pénale plus rapide, mais aussi également un traitement de la victime plus rapide. Alors qu'avons-nous constaté? Est-ce que, au fond, ces dispositifs ont fonctionné? Ils ont très bien fonctionné, puisque aujourd'hui, nous sommes sur des délais qui sont en moyenne de près de 8 mois
pour l'ensemble de la procédure, contre 18 mois au préalable, et une indemnisation de la victime qui intervient en moyenne à 68 jours, contre, une fois, je vous le rappelle, 18 mois sous l'empire de l'ordonnance de 1945. Donc, je crois qu'on peut se satisfaire de la manière dont cette réforme de procédure, mais pas que, est intervenue pour pouvoir indemniser la victime, mettre au cœur du processus le mineur et la réparation qu'il doit évidemment à la victime. Je crois que c'est plutôt une bonne chose. Il y a aussi également des éléments qui, au départ, ont beaucoup fait parler, puisque vous le savez, on a évoqué, dans le cadre de ce CJPM, une présomption de discernement à partir de l'âge de 13 ans. Cette disposition avait fait beaucoup de bruit. Au fond, on constate qu'elle est plutôt très bien appliquée par l'ensemble des juridictions, qui ne font pas cas de discussion autour de cette présomption de discernement. En général, considérant qu'un mineur est poursuivi lorsqu'il a 13 ans, et que s'il a moins de 13 ans et que les faits importants ont été commis, eh bien, il y a une discussion générale entre les parties sur l'appréciation du discernement, mais que globalement, les inquiétudes qui étaient celles autour de cette présomption de discernement ou de non-discernement, eh bien, ont plutôt été bien appliquées par les différentes juridictions dans le cadre de l'évaluation que nous avons menée. Le Parlement donc, a pu examiner cette réforme dans son ensemble, et la discussion au Parlement a permis d'amender l'ensemble du Code avec, je me permets de vous le rappeler, un budget en hausse depuis 2017 très conséquent, de plus de 40% du budget de la justice, qui a permis, entre autres, de créer des postes supplémentaires au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Mais évidemment, on l'a bien vu, si on veut avoir une réduction des délais de jugement, une indemnisation par conséquent plus importante de la victime, eh bien, il faut tout simplement plus de magistrats, plus d'éducateurs, plus de greffiers. Et c'est cette hausse des moyens humains qui a pu être générée à travers cette augmentation substantielle du budget de la justice. Je terminerai peut-être mon propos tout simplement en vous disant que cette évaluation, c'est une évaluation, comme je vous l'ai dit, à 1 an et demi. Il faut évidemment raison garder par rapport aux conséquences que l'on peut avoir, mais je crois qu'elle a pu être mise en place grâce, et je le dis, aux avocats, aux magistrats, aux éducateurs qui ont fait un travail incroyable. Je crois qu'il y a un changement de paradigme pour les éducateurs autour de ce code de justice pénale des mineurs, puisqu'ils interviennent non plus très en amont en aval de la commission de l'infraction, mais plutôt à la suite du passage devant le juge et de l'audience de culpabilité, et donc leur place a été un peu décalée. Ça nécessite des ajustements, évidemment, ils nous l'ont dit, mais en tout cas des grands motifs de satisfaction. Motifs de satisfaction, encore une fois, qui ne doivent pas nous laisser à penser qu'il faut baisser les armes. La justice, et notamment la justice pénale des mineurs, pour fonctionner, elle a besoin de renforcement de moyens, en magistrats, en greffiers, en attachés de justice. Je serai demain rapporteur général du texte de loi d'orientation et de programmation de la justice. C'est des budgets dédiés. Je pense que c'est des budgets fléchés qu'il faut avoir à l'endroit aussi également de la justice pénale des mineurs, et en particulier sur les juridictions importantes qui ont encore du stock de l'ordonnance de 45. On sent que cette réforme a été bien appliquée sur l'ensemble du territoire, mais qu'elle était en tension, comme beaucoup de domaines de la justice, et je crois que cela passe par évidemment une attention toute particulière, un renforcement des moyens. Et tout ça pour vous dire sur la prise en considération de la victime 1 an après l'entrée en vigueur du CJPM. Je pense qu'on peut s'en satisfaire par rapport à la réduction des délais et à la prise en charge. Ça évidemment génère d'autres difficultés, c'est-à-dire que le mineur délinquant est confronté plus rapidement face à sa victime. Ça crée parfois des moments un peu compliqués de tension sur les audiences par rapport à l'indemnisation des victimes, mais ça crée aussi, j'allais dire, des moments d'osmose. Enfin, ça nous a été décrit un peu comme cela,
où on a pour le coup le mineur délinquant se rendant compte qu'il a en face de lui une victime, la prise en compte de l'acte qu'il a commis et de la nécessité pour lui d'avoir cet effort de réparation. Donc je crois que tout cela est en train de se construire évidemment, mais va à l'aune de cette évaluation que nous avons fait avec ma collègue Cécile Untermeyer, plutôt dans le bon sens et évidemment dans l'intérêt de l'indemnisation de la victime. Je vais tout de suite voir si dans la salle ou si à distance, il y a des questions en tous les cas. Alors Salomé, est-ce que vous pouvez nous lire la question? Alors, une question de Madame Chevalier-Joly. Quelle place pour les services qui n'exécutent que des réparations pénales parquet en alternative aux poursuites? Alors, je vais répondre, d'autant que, avant d'être directrice de la PJJ, j'étais magistrat en poste dans une grosse juridiction, au parquet, et que la place pour la réparation. Je pense pour ma part, et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, qu'il n'y a vraisemblablement pas une baisse de la délinquance des mineurs. Mais que, en réalité, les infractions de basse intensité sont moins traitées par les services de police et de gendarmerie. Elles sont moins traitées pour différentes raisons, parce que, à l'heure actuelle, le focus qui est celui du ministère de l'Intérieur porte sur les infractions à la législation sur les stupéfiants, porte sur les violences intrafamiliales, et que comme les services de police et de gendarmerie n'ont pas des effectifs renforcés à outrance, eh bien, ils se focalisent sur certaines infractions qu'ils estiment être les plus graves. Conclusion, tout ce qui est grave, commis par des mineurs, donne lieu à des déferrements et est traité. Mais tout ce qui est de moindre intensité est moins traité et disparaît un petit peu du viseur. Ces infractions de basse intensité qui donnaient lieu avant à des alternatives aux poursuites, heure d'aujourd'hui, n'entrant plus dans l'activité judiciaire, donnent moins lieu à des alternatives aux poursuites et par voie de conséquence, s'agissant des mineurs, notamment à des réparations et à des médiations pénales. Et donc, je voudrais vraiment mettre ça en évidence, c'est pas les magistrats, et notamment les magistrats du parquet, qui ne veulent pas mettre en œuvre ces mesures-là, ou qui ne les considèrent pas à leur juste mesure, mais le fait qu'il y a vraiment un tarissement de ces infractions et du traitement de ces procédures qui, à rebours, ne donne plus lieu à des saisines en alternative aux poursuites. Et là est la difficulté, parce qu'à tous les chaînons de la chaîne, on est bien persuadé de l'intérêt de ces mesures alternatives aux poursuites, notamment pour éviter la récidive. Intervenir à un moment précis du mineur qui va commettre des faits et qui ne sera pas arrêté parce qu'il n'aura pas eu d'avertissement, va continuer et va se retrouver un jour déféré devant la justice pour des faits beaucoup plus graves. Donc il y a un vrai intérêt à mettre en place des mesures alternatives aux poursuites, et notamment la réparation, la médiation pénale. Mais le problème, c'est que ces procédures-là, elles restent en dessous de la pile. Malgré les plaintes, elles ne sont pas traitées. Et par conséquent, les parquets n'étant pas saisis, eh bien, il y a un tarissement des mesures alternatives aux poursuites. Donc voilà, c'est mon interprétation. Elle est tout de même assez partagée par les magistrats du parquet. Voilà, quels sont les leviers à cet égard qui sont limités. Voilà. Est-ce que nos intervenants veulent réagir par rapport aussi à la question qui vient d'être posée, c'est-à-dire de quelle façon on soutient aussi une justice qui opère au niveau de la prévention? Oui, je pense que c'est évidemment un focus important qu'on doit avoir. Moi, dans le cadre de l'évaluation qu'on a menée, on a effectivement constaté cette baisse de délinquance, alors qui n'est pas une vraie baisse de délinquance pour des raisons qui ont été évoquées. Peut-être aussi, nous a-t-on dit, parce qu'il y avait
en même temps de cette infraction de basse intensité qui n'était pas prise en compte, aussi également une augmentation des alternatives aux poursuites. Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux. Enfin, nous, dans le cadre de l'évaluation qu'on a eue, c'est un peu j'allais dire ce qui nous a été dit. Quoi qu'il en soit, il n'est absolument pas évidemment normal dans un état de droit comme le nôtre, avec une justice qui fonctionne, des magistrats qui font leur travail et une police évidemment qui fait au mieux, qu'on n'ait pas une prise en charge voilà, de ces actes de délinquance, avec aujourd'hui un dispositif qui est celui du CJPM qui, encore une fois, permet dans le cadre des modules, notamment de ce module de réparation, d'avoir cette mise à l'épreuve éducative, cette mesure éducative qui est au centre en fait, du dispositif. Hein. On est toujours sur la primauté de l'éducatif par rapport au répressif, et donc il faut évidemment pas se départir de la chance que l'on a d'avoir une justice spécialisée, des éducateurs spécialisés qui œuvrent tous les jours pour faire en sorte et venir en aide à ces jeunes. Je crois qu'on doit avoir une réflexion aussi également. Moi, j'avais été interpellé quand j'avais fait mon premier rapport d'information en 2018, toujours avec Madame Cécile Untermeyer, où nous avions eu un focus sur évidemment l'enfance délinquante, mais aussi également sur l'enfance en danger, et sur les connexions qu'il y a malheureusement entre cette enfance en danger et cette enfance délinquante. Si on se dit les choses, il y avait des chiffres abominables, c'est-à-dire qu'on constatait qu'une part très importante d'enfants qui étaient des enfants en danger, donc pris en charge par l'aide sociale à l'enfance parce qu'en danger, qui devenaient des mineurs délinquants. Et je crois que lorsque le législateur, et je pense qu'il essaye de faire à travers les politiques publiques que l'on met en œuvre, mais aura un focus affirmé encore un peu plus sur ces enfants en danger, on aura trouvé une partie de la solution pour éviter qu'on ait ces enfants en danger qui deviennent des mineurs délinquants. Et je crois qu'il faut qu'on ait vraiment bien cela à l'esprit. Je crois qu'il faut, si on se dit les choses entre nous, qu'on ait aujourd'hui une réflexion sur les collaborations qui existent et qui fonctionnent bien, mais qui pourraient fonctionner mieux entre les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance et ceux de la protection judiciaire de la jeunesse. Comment est-ce qu'on fait, on crée plus de liens, comment est-ce qu'on met encore une fois des moyens pour assurer cette prévention autour de nos enfants en danger. Moi j'avais milité, je vous l'ai dit, pour un code de l'enfance. Alors évidemment ça ne résoudra pas tout de codifier tout cela, mais je pense que c'est une idée que ne doit pas perdre de vue le législateur, en tout cas d'essayer de ne pas perdre et d'avoir à l'esprit que malheureusement beaucoup de ces enfants qui sont en danger deviennent des enfants, des mineurs délinquants, et donc si on veut avoir un traitement qui soit efficace, peut-être peut-il se poser la question de ce traitement à titre préventif et à ce titre-là. Alors merci, c'est vrai que notre vision de fédération rejoint tout à fait les propos que vous venez de tenir. D'une part, on pourrait dire que le CJPM a déjà gravi la première étape, c'est celle de raccourcir le délai d'attente. Et c'est insupportable, que ce soit pour la victime ou pour les auteurs, de devoir attendre 9 mois, voire plus, avant de trouver une réponse. En ce sens-là, c'est une réussite. Après, effectivement, on mesure, moi je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, Madame la Directrice, il n'y a pas de baisse aujourd'hui de la délinquance juvénile, je ne le pense pas. Il y a effectivement des mineurs qui échappent à notre radar, qui échappent peut-être aux réponses judiciaires qui pourraient leur être faites, du fait du manque de moyens, notamment au niveau des services de police et de gendarmerie. Après, vous, monsieur le député, vous dites quelque chose de très juste dans notre société, c'est comment on décloisonne les services de protection de l'enfance et qu'on les relie justement aux services qui accompagnent les jeunes qui sont en conflit avec la loi. Je pense que c'est indispensable de se garder ça dans toutes les réflexions qu'on aura cet après-midi, notamment aussi avec les groupes constitués qui s'engagent dans des phénomènes de RICS, parce que nos réponses, elles sont fondamentales là-dessus. Que ce ne soit pas que les réponses des acteurs socio-judiciaires, mais les réponses de la société. Alors, Madame Chevalier-Joly, donc la même personne qui posait la première question, demande comment interpeller le parquet à ce sujet et les ministères qui sont en charge de ces services et la police et la gendarmerie.
Moi, je crois que, bon, je peux peut-être répondre, ce sera plus facile que la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. En fait, chaque association a possibilité de demander à rencontrer le procureur de la République de la juridiction avec laquelle elle travaille pour essayer d'échanger sur ce sujet. Donc, c'est de la responsabilité des responsables de l'association. Et puis, par ailleurs, nous, en tant que fédération, nous interpellons nos interlocuteurs à la chancellerie et au ministère de l'Intérieur quand nous avons l'occasion de les rencontrer. Et c'est un sujet sur lequel nous sommes extrêmement préoccupés, mais ça dépasse un petit peu nos possibilités, puisque effectivement derrière il y a des questions de politique générale et de moyens. Juste un mot, j'en profite parce que j'ai la parole pour enchaîner avec ce que tu viens de dire, Hervé, et pour dire toute notre préoccupation. Parce que nous pensons à la fédération, comme tu l'as dit, que protection des enfants, de l'enfance en danger et enfance et mineurs délinquants, il y a un lien fort et il faut travailler sur ce sujet, monsieur le député, nous en sommes parfaitement d'accord. Et l'une de nos préoccupations à nous, comme à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, je suppose, c'est que ce sont quand même les délais de prise en charge. Et comme nous avons un député présent, et que la protection de l'enfance relève des départements, c'est vraiment un énorme problème. Aujourd'hui, il se passe un an entre le moment où un juge des enfants considère qu'un enfant est en danger et où une première intervention d'un premier éducateur intervient, ou même une évaluation dans certains départements. Donc évidemment, pendant cette année-là, malheureusement, la situation s'est dégradée et on va vers éventuellement de la délinquance, ou malheureusement encore pire pour les mineurs. Enfin, pire, je ne sais pas. En tout cas, bon. Donc c'est un sujet que nous avons abordé régulièrement. Tous les professionnels qui sont dans la salle, ils sont confrontés parce que beaucoup d'associations sont à la fois protection de l'enfance et prise en charge de mineurs en danger. Et donc, je ne pouvais pas ne pas le dire. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui... Enfin, moi, j'ai été juge des enfants dans les années 90 et il y avait environ 8 mois de délai dans mon département et on rencontrait tout le temps le département et on hurlait et on bougeait beaucoup en tant que juge des enfants, mais c'est rien à côté de ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc il y a vraiment un énorme problème et je ne pouvais pas ne pas le faire, mais vous le savez, je suppose, on vous l'a déjà dit. Voilà. Bonjour, je suis Ahmed Elbor, je suis chargé de mission auprès du pôle de justice restaurative de la DTPJJ des Yvelines. J'aimerais, Madame Thuot, revenir sur ce que vous disiez en propos liminaire sur le fait que votre fédération défend une vision maximaliste de la justice restaurative. Est-ce qu'il n'y a pas, si on arrivait à cela, le risque de voir dénaturer la philosophie de la JR, sachant qu'aujourd'hui, l'une des principales différences avec les autres mesures judiciaires, c'est que je pense notamment au principe de gratuité. Et si on arrivait à une vision maximaliste de la JR, qu'est-ce qui resterait de la philosophie de la justice restaurative, sachant qu'aujourd'hui, les participants ont, par exemple, l'opportunité de quitter les dispositifs à tout moment et le fait que ce soit déconnecté de la procédure pénale. Je ne sais pas si... Oui, si. Mais je vais laisser une spécialiste vous répondre. Alors, c'est pas parce qu'on défend une vision de la justice restaurative maximaliste qu'on veut que la justice restaurative puriste disparaisse. C'est bien tout le contraire, en fait, et puis on en reparlera tout à l'heure plus longuement. C'est comment on articule la justice réparatrice pénale avec la justice restaurative dite puriste. Et de voir comment, justement, sans les mettre... On a trop tendance à les mettre en concurrence, alors qu'elles sont vraiment, on trouve, complémentaires, et qu'elles permettraient demain, justement, de changer de paradigme et de changer les mentalités beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus profonde. Mais je le développerai tout à l'heure. Une dernière question. Je crois que Monsieur Yves Darnaud souhaitait aussi poser une dernière question. Parce qu'après, je pense que le temps file. Moi aussi, je me fais gardienne du temps. Yves Darnaud, je suis de l'espace d'études et de recherche prospective. Et nous avons un certain nombre d'adhérents qui nous font remonter qu'il y a quand même globalement une vraie problématique du parcours des mineurs. Alors vous avez évoqué les rapports entre l'aide sociale à l'enfance, la justice des mineurs, que ce soit au civil, au pénal. Se pose toute la question en amont aussi de la prévention,
Parce qu'on voit que dans certains quartiers, on travaille sur les quartiers nord de Marseille, je peux vous garantir qu'on voit quand même les failles de nos dispositifs, de nos systèmes. Mais s'agissant de la justice pénale des mineurs, nous avons participé à la mise en place de la plupart des dispositifs UER, CER, CEF, etc. Et il y a quand même aujourd'hui, outre les pratiques des magistrats, les pratiques judiciaires, qui ont quand même tendance à être beaucoup sur les CEF, sur le placement, il y a quand même une problématique par rapport au milieu ouvert, tout ce qui se joue en milieu ouvert, notamment avec la justice réparatrice. Est-ce que les moyens sont au rendez-vous? J'entendais tout à l'heure le budget 2022. C'est vrai qu'il y a une progression significative sur le plan politique, mais quand on a une vision large, politique, globale du dispositif, on a l'impression que malgré les avancées du Code de justice pénale des mineurs, il reste beaucoup à faire pour rééquilibrer les moyens de ces structures d'hébergement qui coûtent quand même très très cher. En France, il y en a une cinquantaine de part et d'autre d'ailleurs, CEF, CER, etc. Et puis tout ce qui reste à faire en milieu ouvert, notamment dans le cadre de la justice réparatrice. Alors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que on ne se préoccupe que des lieux d'hébergement fermés. C'est vrai que à l'heure actuelle, les pouvoirs publics mettent beaucoup l'accent sur le développement des CEF, hein, ça c'est clair. Mais à la PJJ, vraiment, on a le souci de ne pas faire que les lieux d'hébergement qui ne sont pas à proprement parler fermés, les UHC, que les suivis en milieu ouvert, que ceux-ci ne puissent se développer en parallèle. C'est vrai qu'il y a eu des moyens supplémentaires qui ont été alloués ces dernières années, et on s'en félicite. Et si effectivement des moyens importants ont été développés sur les CEF, parce que c'est la volonté, c'est une politique publique, c'est la volonté des pouvoirs publics, sans faire de bruit, on a aussi développer les autres dispositifs, et on a aussi à cœur que dans le cadre du milieu ouvert, eh bien, les moyens aussi puissent être renforcés. Je trouve que c'est une idée fausse de penser que tous les moyens vont vers les CEF et que rien ne va pour le milieu ouvert. Ce n'est pas le cas. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Alors on vient de nous dire il faudrait accorder peu de moyens pour les CEF. Alors, les CER, il y en a aussi, mais c'est surtout les CEF qui font l'objet de l'attention la plus importante. Mais je peux vous dire que les milieux ouverts font l'objet de toute notre attention. Et d'ailleurs, on a un groupe de travail qui a travaillé là-dessus, qui vise d'ailleurs à revoir, je l'espère, les critères d'allocation des moyens dans le cadre du milieu ouvert, et que, en tout cas, ça n'est pas du tout quelque chose d'accessoire ou qui passe sous les radars. C'est quelque chose qu'on a bien dans le viseur. Simplement, ça fait l'objet de moins de publicité que ne le font la construction des CEF.